Depuis le début, ce pass sanitaire est en réalité une vaste hypocrisie. Parce que soit, effectivement, nous sommes menacés par le variant Delta, et à ce moment-là, le gouvernement doit cesser cette hypocrisie. Vous savez, autrefois, quand la patrie était menacée, on criait aux armes citoyens. Si le variant Delta représente une menace importante pour le pays et que ça relève de la sécurité nationale, comme j'ai pu l'entendre ça et là, alors le gouvernement doit avoir le courage de crier au vaccin citoyen. Donc c'est un petit peu ce qu'il a fait. On a entendu Emmanuel Macron, lors de son allocution, appeler majoritairement les Français à aller se faire vacciner. C'est toujours le en même temps. C'est-à-dire que là, il faut de la clarté. Soit le gouvernement, le en même temps, ça suffit, si vous voulez. Soit il dit, on oblige les gens à se vacciner, soit qu'il nous foute la paix. Mais on ne peut pas être le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression. Sur une frange de la population, sur ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, sur ceux peut-être qui se posent toujours des questions sur la vaccination ce soir ? Oui, bien sûr que c'est dangereux, mais au-delà de ça, si vous voulez... Parce qu'on sait que la société française est d'ores et déjà fracturée pour de nombreuses raisons. On la fracture un peu plus. Pour un gouvernement qui était censé assurer l'harmonie collective, le vivre ensemble, la bienveillance, etc., c'est toujours un peu étonnant de voir à quel résultat on arrive. Mais au-delà de ça, si vous voulez, moi, le terme pédagogie utilisé ad nauseam me fait un peu marrer, si vous voulez, parce que la pédagogie, on en use vis-à-vis d'écoliers, vis-à-vis de collégiens. On n'est pas des profs, quoi. Les Français sont grands. Vous ne pouvez pas à un moment dénoncer l'infantilisation des Français et de l'autre côté regretter qu'on n'ait pas assez de pédagogie, comme si les Français étaient cons et qu'il fallait effectivement leur rabâcher, leur expliquer, leur répéter pour qu'ils finissent par se faire rentrer l'information dans la caboche. Les Français, ce sont des adultes, des gens responsables comme vous et moi. Il y a une liberté individuelle, l'information est disponible pour tous. Il faut leur foutre la paix et laisser chacun décider comme il veut. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas d'infantiliser. Lorsqu'on explique, on donne des explications médicales, on n'infantilise pas les gens. Moi, le politique, l'information médicale est disponible. Vous dites l'ARN messager, mais l'ARN messager, l'information est disponible. Vous savez sur Google, très bien, si vous aviez été chercher, vous l'aurez trouvé tout seul. Donc, vous savez très bien, Jean Messia, qu'aujourd'hui circule beaucoup de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'il y a aussi une guerre de la communication et de l'information à ce propos, et que si à un moment donné on ne rétablit pas les choses, les gens en réalité sont perdus. Oui, mais ça, c'est pas un scoop. Je ne dis pas vrai. Laissez-moi terminer, Jean Messia. Et je ne dis pas qu'ils sont bêtes pour autant, ils sont perdus parce qu'ils ont des informations contradictoires, venant déjà parfois à une époque du milieu scientifique lui-même, et venant par ailleurs des réseaux sociaux. Donc s'il n'y a pas quelques personnes là qui mettent un peu de bon sens, de rationalité... Mais qui sont ces... Attendez, d'accord, je vous prends au mot, mais qui sont ces personnes à ce moment-là ? C'est quoi ces personnes ? C'est un gouvernement qui vous explique tout et son contraire depuis un an et demi ? C'est un gouvernement qui vous dit tantôt que les masques ne servent à rien, puis que les masques servent à quelque chose ? C'est un gouvernement qui vous explique il y a 6 mois que le pass sanitaire ne sera jamais appliqué et qu'aujourd'hui il veut le faire passer en force ? Je suis aussi critique que vous. Quelles sont les personnes qui vont les expliquer la vérité ? Dites-moi. On peut être aussi critique que vous sur ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent dans ses communications. Cependant, on ne doit pas négliger le fait qu'il faille informer les citoyens sur la réalité de ce qu'est à la fois cette maladie et les moyens de la combattre. Les citoyens ont les moyens de s'informer tout seuls, ils n'ont pas besoin de... Malheureusement, alors qu'ils s'informent tout seuls... Vous ne pouvez pas dire que dans le monde de la communication, de l'information qui est disponible, alors effectivement, les réseaux sociaux, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, vous vous informez comment ? Vous vous informez pas sur les réseaux sociaux. Si, autre chose, je regarde les réseaux sociaux. Même sur Internet, le vrai problème d'Internet, c'est qu'on trouve ce qu'on souhaite trouver sur Internet. Il suffit que l'on tape effet indésirable mort Covid, on va trouver effet indésirable mort Covid vaccin. Exactement. Mais on va trouver de tout, hein. On va trouver de tout. Ouais, voilà, c'est aussi un vrai problème. C'est pour cela qu'on en à chaque fois un travail pas tous en même temps. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que est-ce qu'un gouvernement qui, encore une fois, n'a cessé de dire tout et son contraire depuis le début, est-ce qu'il est crédible ça, c'est un problème, ou même légitime à dire la vérité sur cette pandémie ? Il est légitime. La réponse est non. Il a été élu. Non, pas légitime à parler de la pandémie parce qu'il a dit tout et son contraire et il a menti. Voilà. Il est normalement légitime, mais effectivement, il n'est pas crédible. Là, je vous rejoins. Et ça nous pose une réelle difficulté, effectivement. On va faire un test PCR toutes les 48 heures. Est-ce que vous pensez que ça, c'est tellement compliqué de se dire, oui, mais si j'engage les gens à se faire vacciner aujourd'hui, ils n'auront pas le temps d'ici le 1er août, surtout s'ils doivent travailler, donc je décale cette mesure-là. C'est compliqué, ça ? Non, parce que ça me paraît pas compliqué. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement excipera de l'urgence qu'il y a à juguler la 4e vague pour vous justifier cette mesure. Or, on voit bien que le gouvernement, en fait, là encore, le gouvernement a changé de braquet. Je vous rappelle que avant le démarrage de cette 4e vague et avant l'apparition du variant Delta, le critère qui servait de base à la politique sanitaire, c'était le nombre d'hospitalisations et le nombre de cas en réanimation. Bizarrement, plus personne ne parle de ce critère.
on vous parle du nombre de contaminations, alors même que ce critère-là devient totalement non pertinent par le simple fait que vous avez des dizaines de millions de personnes qui ont été soit primo-vaccinées, soit doublement vaccinées. Donc je ne comprends pas, alors même que quand il n'y avait pas le vaccin l'année dernière, la tension en réa et la tension hospitalière étaient le critère qui prévalait pour guider les mesures de restriction. Aujourd'hui, vous avez plus de 40 millions de primo-vaccinés et sans doute plus de 30 millions de doublement vaccinés. Et on vous dit, on oublie la tension hospitalière et on s'intéresse au nombre de contaminés. Je pense que ce critère a été choisi exprès pour affoler la population. C'est une stratégie de la peur. On joue avec les peurs pour nous faire avaler des mesures liberticides, étant entendu qu'en plus, avec 1 an et demi de recul sur le Covid, on sait très bien que l'écrasante majorité de la population ne risque presque rien en réalité du Covid. L'écrasante majorité de la population, même si elle est atteinte du Covid, ça passera comme une grippe avec du Doliprane et de la vitamine C. Il y a juste une catégorie qui sont les personnes âgées et ou les personnes qui souffrent de comorbidité, qui risquent des Covid longs ou qui risquent même la mort. Mais ce sont donc ces populations-là qui vont protéger. Il y a des très jeunes, c'est surtout les très... Loin de moi l'idée de nier ces effets-là, mais quand vous êtes aux manettes, quand vous êtes responsable de la politique de santé d'un pays, vous ne raisonnez pas sur les risques de manière générale et théorique, vous raisonnez sur des probabilités. Je ne dis pas que si vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas être atteint d'un Covid long avec des séquelles invraisemblables, mais la question c'est quelle est la probabilité quand vous avez 30 ans d'avoir ce genre de séquelles? Réponse, quasiment aucune. Non, voilà. 10%, ce sont des chiffres de l'OMS, c'est 10% malheureusement des personnes qui ont eu un Covid et qui risquent d'avoir des symptômes persistants. Que c'est comme une grippe. Eh bien, une grippe ne vous laisse pas il n'est pas clair. Parce que si vous dites 10% des gens qui ont le Covid, mais les gens qui ont le Covid, par définition, ils sont plus dans la situation de comorbidité ou d'âge. J'ai une amie qui a mon âge, 27 ans, qui a un Covid long depuis 1 an et demi. Vous lui dites quoi? Je lui dis, il y a des symptômes qui persistent. Évidemment. Aucune comorbidité. Évidemment, ça existe. Non, mais ça existe. Mais la question, c'est la probabilité quand vous raisonnez sur des statistiques générales. Alors évidemment, il ne s'agit pas de ne pas avoir de la compassion. C'est 10% pour les gens. des personnes. C'est pas 10% des jeunes. Des Covid. Qui, avec des symptômes qui persistent, malheureusement, des personnes qui ont un Covid symptomatique. Quelle est la proportion de gens qui a le Covid? Voilà, donc si vous faites la proportion de la proportion, c'est-à-dire les gens... Ça, c'est vrai pour toutes les maladies. Il faut arrêter. Non mais attendez, le Covid, c'est pas la peste, c'est pas le sida, il faut arrêter avec ça. C'est pas la grippe non plus. Voilà, il faut arrêter avec ça. Oui, non, mais ce n'est pas la grippe. C'est un peu plus ce n'est pas la grippe. Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de le répéter en boucle. Ce n'est pas la grippe. Pour 95% des gens, c'est une grippe. Voilà. Alors, elle va probablement devenir une vague d'hospitalisation, non pas parce que ça va être des jeunes ou des catégories comme vous et moi, ça va simplement être les 4 à 5 millions de personnes vulnérables à raison de leur âge ou de leur comorbidité qui n'ont toujours pas été vaccinées. Et c'est effectivement le danger hospitalier, il vient de là. Il y aura probablement... Parce que c'est toujours pareil. Bien sûr qu'il y aura un peu de jeunes, bien sûr qu'il y aura un peu même de très jeunes, mais c'est pas ça, c'est pas cette probabilité qui est infime. C'est ces populations-là qui va obstruer le système hospitalier. Le système hospitalier, comme d'ailleurs l'année dernière, vous savez très bien que 90% des gens qui sont morts l'année dernière avaient plus de 80 ans. Donc voilà, les statistiques. Et la moitié qui avait. Voilà, donc de toute façon, les chiffres sont têtus. Vous pouvez pas. Alors quant à l'argument d'Édouard Philippe qui dit oui, mais dans l'humanité, on a effectivement des vaccins obligatoires, on a un carnet de vaccination, etc. Ça s'entend. Mais sauf qu'encore une fois, ces maladies-là ont tué, les maladies pour lesquelles nous sommes vaccinés, ce sont des maladies qui ont tué des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes, quand ce n'est pas des millions à travers le monde. Donc vous ne pouvez pas comparer, encore une fois, des grandes pandémies que furent la peste, par exemple, ou la peste noire. Non mais la peste noire, par exemple, les grandes pandémies. Mais à l'époque, on n'avait pas confiné la moitié de l'humanité pendant plusieurs semaines. Il y a des dizaines de milliers. Et quant à ce que vous disiez, je termine là-dessus, quant à ce que vous disiez, votre raisonnement est tautologique, parce que nous dire, effectivement, c'est pas simplement le critère de dangerosité, c'est le critère économique. Ben oui, enfin, les deux sont liés. Si vous décrétez qu'une maladie qui n'est dangereuse que pour une certaine catégorie de population devient dangereuse pour toute la population et que vous cadenassez le pays, ben c'est vous qui créez les conséquences économiques désastreuses. C'est pas la maladie elle-même, ce sont des décisions politiques qui créent ça. C'est pas la maladie. Cela ne me plaît pas.
mais on n'a pas le choix. Le pass apparaît comme un moyen efficace d'éviter un nouveau confinement et une catastrophe sanitaire. Il est là le défi, c'est éviter à tout prix un nouveau confinement du pays. Mais ça ne sera pas possible. Parce que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que, ou alors le gouvernement tient absolument à mettre la totalité des Français dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez déjà, encore une fois, 40 millions de primo-vaccinés, 30 millions de personnes qui sont doublement vaccinées, donc un peu moins de la moitié de la population française. Vous allez dire quoi à ces gens ? Vous allez leur dire, non seulement vous avez fait l'effort de vous vacciner, mais vous avez le pass vaccinal, et malgré ça, on va quand même vous confiner parce que vous avez 30 millions d'autres qui ne le sont pas. Donc vous allez réussir le tour de force à mettre dans la rue et les vaccinés et les non-vaccinés. Donc à mon avis, le gouvernement n'ira pas vers ce risque-là. C'est moi qui vous le dis. C'est vertu. C'est-à-dire que le problème, en plus, c'est que le pass sanitaire n'est pas nécessairement efficace pour protéger de la propagation du virus. On a eu quelques exemples là, récemment, je voyais ça à votre antenne, de discothèques qui justement exigent le pass sanitaire. Ça n'a pas empêché la formation de clusters à l'intérieur de ces discothèques. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le pass sanitaire qui effectivement constitue un dôme qui empêche le virus de circuler. Voilà, donc à la fois l'efficacité mais aussi la mesure. Quant au contrôle du pass sanitaire avec l'identité, ça va de facto créer des fractures territoriales parce qu'on sait très bien que vous avez des zones en France où déjà les flics ne vont pas, ou ont beaucoup de mal à y aller parce qu'ils ont des ordres de rester l'arme au pied en cas de provocation, etc. Moi, j'attends de voir les flics aller contrôler des bars à chicha ou des kebabs en Seine-Saint-Denis pour savoir si les gens ont leur pass sanitaire. C'est un autre sujet. Là, vous pouvez, on peut, quand les poules auront des dents, on les verra dans ces quartiers. Donc tout ça divise les Français à la fois de manière territoriale, il divise les Français entre vaccinés et non vaccinés. La France n'a pas besoin de ça. Voilà. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est le travail de la police que de contrôler. C'est le travail de personne d'autre. Mais en plus, on peut être certain que derrière, vous allez avoir des accusations contre les restaurateurs de contrôle au faciès. On va inventer les violences restauratrices. Les violences policières vont dériver vers les violences restauratrices. Et effectivement, moi c'est cool. Moi, comme je suis d'origine étrangère, je vais me plaindre de contrôle au faciès et je vais pouvoir rentrer partout sans passe sanitaire. C'est fabuleux. Ça vous arrivera pas. Oui, effectivement, il y a toutes ces questions. Que le gouvernement est un manque d'anticipation depuis le début de cette crise. Bon, je crois le propos est assez consensuel. Tant on a vu que sur les masques, sur les tests, sur les gels, même sur les vaccins, tout ça n'a pas été anticipé et que le gouvernement a toujours couru après les événements plutôt qu'il ne les a anticipés. Maintenant, est-ce que ces mesures liberticides auraient dû intervenir avant ? J'en suis pas persuadé parce qu'en réalité, le gouvernement, avec ces mesures-là, encore une fois, joue avec la peur, il attise la peur, il organise la peur, il change de critère de sa politique sanitaire alors que le critère avait été établi il y a 1 an et demi, il change on ne va pas revenir sur potentiellement la saturation des services hospitaliers, ça a été expliqué par Olivier Véran. C'est ce qu'on risque au mois d'août. Ces personnes contaminées qui font des formes graves vont venir saturer dans 10, 15, 20 jours les systèmes hospitaliers. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de faire le constat. Encore faut-il ensuite bâtir une politique qui tienne compte de ce constat. Or, la seule politique qui tienne compte de ce constat, c'est effectivement d'avoir une politique vaccinale ciblée vers ces publics les plus fragiles, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est encore plus désolant, parce qu'à la limite, vous auriez 60 millions de doses de vaccins pour pouvoir arroser toute la population, il n'y a pas de souci. Mais là, en plus, je ne sais pas si on va en parler, mais d'après ce que je sais, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui de quoi vacciner toute la population. Donc si on n'a pas les vaccins pour vacciner toute la population, il faut réserver les doses vaccinales aux publics les plus fragiles et pas les utiliser de manière dispersée, éparse, en réduisant donc leur efficacité. Ce procédé est totalement exorbitant du droit commun, puisqu'on se souvient quand même que lorsqu'on adopte des lois d'exception, et ça en a une, parce que quand vous privez quand même des dizaines de millions de Français de libertés fondamentales et élémentaires, on ne peut pas dire que c'est un projet de loi comme un autre. C'est un projet de loi d'exception, exactement comme il y a eu des projets de loi sur l'urgence sanitaire et sur des lois de sécurité nationale par rapport au terrorisme, etc. Donc il faut que des lois d'exception soient inscrites dans un calendrier donné, quitte à les renouveler. Mais vous ne pouvez pas faire une loi et dire il appartient au gouvernement d'apprécier le moment venu, etc. Ça doit être réitéré. Vous les votez par exemple pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, mais ça doit être inscrit dans la loi. Et donc au bout de 3 mois, non, c'est pas inscrit justement. Si, c'est inscrit jusqu'au 31 décembre. C'est pour ça que Parce que la fin de
cette période de transition, de sortie de l'état d'urgence sanitaire pas de date est marquée au 31 décembre prochain. Il n'y a pas de date précise. Or, c'est ça qu'on veut, parce que ça ne veut pas dire que... imaginons, les gouvernements se donnent 3 mois. Au bout de 3 mois, la situation n'est pas arrêtée. Il faut que le texte revienne devant l'Assemblée. Encore une fois, on n'est pas en train de voter une loi sur la limitation de vitesse sur les autoroutes. C'est une loi qui emporte des conséquences majeures sur nos libertés. Et à ce titre, la loi doit être encadrée dans le calendrier. Voilà, elle ne l'est pas de manière stricte. Nico, vous avez une formation juridique, vous avez une formation juridique, vous connaissez ce que ça veut dire, une loi d'exception. Vous savez que quand on prend une loi d'exception, elle doit obligatoirement avoir une date de fin, quitte à la réitérer. Ce n'est pas le cas. C'est laissé à l'appréciation du gouvernement. On vient de vous dire que l'amendement a été rejeté, vous avez applaudi. Donc, je pense que c'est un vrai problème actuellement. C'est un vrai problème, mais je veux dire, quand vous avez autant de mesures liberticides et qu'on vient d'en vivre quand même un certain nombre depuis un an et demi, la France, c'est le peuple français n'est pas un peuple, n'est pas le peuple d'une dictature, si vous voulez. On n'est pas des Nord-Coréens, donc les gens se disciplinent pas comme ça par rapport à des privations de liberté fondamentales. En plus, celle d'aller et venir en est une. Et donc évidemment, quand vous imposez un couvercle permanent depuis 1 an et demi entre les confinements, les couvre-feux, l'isolement, etc., au bout d'un moment, si vous voulez, la marmite bout et les gens, ils ont tendance à pas respecter. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut le faire respecter par les forces de l'ordre. Mais ça, c'est pareil. Quand vous avez la situation sécuritaire de la France qui est ce qu'elle est, où il y a quand même, où les flics ont quand même d'autres priorités que d'aller faire les nounous pour surveiller les uns et les autres chez eux, ça pose le problème effectivement de la disponibilité des forces de l'ordre. Et quand la population ne se discipline pas elle-même parce que nous touchons au cœur de ce qui fait la démocratie française, effectivement ça pose un problème. Qui est de mort dans leur famille et qui portent plainte, comme ça s'est vu d'ailleurs pour le sang contaminé, pour le Mediator, etc. On a eu quand même un certain nombre de scandales sanitaires où on a reproché dans certains cas au gouvernement de ne pas avoir pris les mesures nécessaires, de ne pas avoir fait montre de précaution, de prudence, etc. Et où d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, il y a eu des condamnations. Donc en fait, le gouvernement, il est mu par un principe de précaution hystérique pour pas qu'on puisse lui faire le procès, de ne pas en avoir assez fait face à la crise. François-Xavier Pénicaud. J'ai à peine à répondre à ça, dans le sens où cette idée selon laquelle le gouvernement, par essence, quel qu'il soit d'ailleurs, vous diriez la même chose d'un gouvernement de gauche, de droite, et c'est le propre des populistes que de dire ça, de faire croire qu'ils ont une espèce d'obsession à ne se protéger qu'eux-mêmes et qu'il n'y a aucun homme d'État dans les responsabilités. Je pense qu'il y a des gens de responsabilité dans toutes les sensibilités politiques, qu'il y en a aujourd'hui au gouvernement. Et cette affirmation, je pense très sincèrement... Même vous. Mais vous avez, je pense que vous j'ai remarqué quand même que vous avez un problème avec le droit, parce que vous ne pouvez pas nier non plus la judicialisation et la pénalisation de la vie publique depuis maintenant une trentaine d'années. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous a pas échappé que vous avez un certain nombre de maires, par exemple, ou d'élus locaux qui ont pu être victimes de plaintes abusives de la part d'un certain nombre d'administrés pour des panneaux de basket qui n'ont pas été entretenus, etc. Et ça va très haut. Donc ne niez pas. Ça a été une crainte notamment expliqué par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, donc vous pouvez pas nier ça. Qui a expliqué que lors de cette crise sanitaire, ça avait été compliqué parfois de prendre des décisions, notamment dû à cette crise. Donc vous ne pouvez pas le nier. Alors ne plaquez pas le mot populiste quand vous n'avez pas de réponse à donner. Frédéric Durand. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il faut juste rappeler que en fait, la stratégie vaccinale de la Grande-Bretagne, ça n'a pas du tout été la même que la stratégie vaccinale française. Parce que les téléspectateurs peuvent se poser la question de savoir comment un pays comme la Grande-Bretagne, qui nous avait été donné en exemple pour sa cadence de vaccination et par le fait qu'elle a vacciné beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de personnes, de citoyens britanniques, pourquoi finalement non seulement la pandémie flambe, mais qu'il y a tous ces cas contacts qui menacent effectivement son économie. C'est très simple, c'est qu'en fait la Grande-Bretagne a choisi d'administrer le plus de premières doses possible. C'est-à-dire qu'ils ont privilégié la première dose au doublement vacciné, ce que la France n'a pas fait. C'est-à-dire que c'était un pari sur l'avenir. Chez nous, non mais ce qui était valable à l'époque quand il n'y avait pas le variant Delta, puisqu'on disait que le Covid, pour la première dose, c'était déjà, je crois, 60% ou 65% d'efficacité. Ça permettait une protection. Exactement. Et ça permettait notamment à de nombreux individus de ne pas aller Or, avec le variant Delta, la première dose est nettement moins efficace.
Donc c'est pour ça que la Grande-Bretagne est confrontée à une flambée épidémique due au variant Delta. Parce qu'ils sont principalement vaccinés uniquement en première dose et ils ont, je crois, moins de 2 doses, enfin moins de personnes vaccinées aux 2 doses que nous. Donc, effectivement, là, ça leur pose un problème et c'est pour ça que nous assistons effectivement au blocage de l'économie en raison du nombre de cas contacts.